Greetings and welcome to your favorite show, the warm-up show. And today we are talking basketball. With me here, I'm with President Yves Tsala, the Center Regional President for basketball in the Center Region in Cameroon. Président, bonjour. Bonjour Raymond. Alors, votre amour pour le basket, d'abord vous avez la taille, mais votre amour pour le basket, d'où est-ce que ça sort? Mais c'est familial. Je suis le 9e d'une famille de 9 et chez moi donc il y avait 7 garçons, y compris moi, et 2 filles. Et pratiquement tout le monde chez moi joue au basket. Je dois dire que étant tout petit, j'ai suivi beaucoup d'histoires. Par exemple, la dernière médaille d'or lors des Jeux au sucre qu'on appelait ça à l'époque, en 81, la seule gagnée par la région de l'Est. À l'époque, était tiré par 2 de mes grands frères qui avaient complètement transformé l'équipe et battu le centre-sud à l'époque. Et donc, je suis arrivé dans ce sillage-là naturellement. Et d'ailleurs, ça m'énervait au début parce que quand j'arrivais, dès que je donnais mon nom, et on a tous la même façon de jouer, on disait c'est vous le frère de... Et je devais me faire un prénom quelque part parce que chaque fois mon nom me suivait. Mais je veux dire que naturellement, ça s'est fait. Alors, vous occupez une place de choix au niveau de la Fédération camerounaise de basketball. Vous êtes le président de la Ligue du Centre. Alors, cette reconversion de l'athlète vers l'administration servit la FECA Basket, d'où vous êtes venu cette envie de pouvoir mettre vos compétences au sein du basket camerounais? Oui, je dois dire que ça aussi, ça s'est fait naturellement parce que lorsque je finissais ma carrière au début des années 2000, il y a un ami qui a monté un projet, Kosangwe, les camps Kosangwe, c'est Joe Tomu, qui est instructeur pour la NBA à Dakar aujourd'hui à l'académie NBA. Et pendant qu'il était aux États-Unis, il m'a dit qu'il a besoin d'un relais ici au Cameroun pour animer le projet. Ça tombait bien, je finissais de ma carrière, je me suis impliqué totalement dedans. Une belle aventure, on a fait les camps de basket Kosangwe de 2004 à 2009, qui étaient des camps qui faisaient venir des jeunes du Nigeria, ici de tout le territoire, du Gabon. On a fait de très belles choses, donc jusqu'en 2009, et quand on terminait ces camps, des gens sont venus me voir pour dire que vu l'expertise que tu développes là-bas, on a besoin que tu viennes animer la Ligue du Centre. Et c'est comme ça que naturellement je suis arrivé pour l'élection de 2009 pour commencer comme premier vice-président pour apprendre tout d'abord le métier, voir comment ça se passe. Et parallèlement, je suis allé à Douala aussi pour le travail. Et là-bas, on m'a confié l'équipe de basket de l'université aussi, que j'ai coaché pendant 3 ans aux Jeux universitaires et qu'on a mis en championnat civil et qui est jusqu'aujourd'hui. Et pendant tout ce temps, j'ai essayé de manager les deux. Et puis naturellement, en 2013, je suis allé à la présidence de la Ligue, ce qui a fait que je dois abandonner tout le reste pour me concentrer effectivement à la Ligue du Centre. Donc voilà comment naturellement je suis devenu dirigeant. Alors parlez-nous de l'Afro-Basket Homme. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'il y a eu les cas Covid, mais après que nous avons été réinstaurés, nous avons coulé de défaite en défaite. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vous étiez au Kigali, à Rwanda. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? C'était vraiment difficile, c'est un cauchemar. Je veux dire que c'est même resté comme un traumatisme au sein de l'effectif et du reste. Les joueurs sont arrivés de Turquie où ils étaient sereinement. Après, on peut dire qu'on a pris le risque d'arriver presque dans le délai légal d'arriver de la compétition. Peut-être qu'on aurait dû arriver un peu avant. D'abord pour s'acclimater par rapport à l'altitude qu'il y a là-bas, parce qu'on a senti les joueurs en difficulté par rapport à ça. Mais aussi pour s'assurer du statut sérologique et avoir le temps de corriger en cas de test positif. Vous avez vu comment le Nigeria a fait ici à l'Afrodam, arriver au moins une semaine avant pour vérifier tous ces statuts sérologiques. C'est ce qu'on aurait dû faire, on ne l'a pas fait. Directement, on a donc eu 4 joueurs déclarés positifs.
Et là, ça a tout chamboulé parce que le groupe a basculé dans l'incertitude. D'abord, les 8 qui restent ne savent pas s'ils seront autorisés à jouer le match qui suit. D'abord, il y a le forfait qui est grave parce que le forfait vous donne 0 point. Au lieu d'avoir moins 1 point de la défaite, ça fait que sur le plan comptable, vous êtes très mal parti déjà. Et puis dans le deuxième match, l'incertitude. Les 8 ne savent pas s'ils vont jouer. Et vous sentez le traumatisme à ce moment quand les gens vous envoient un message à 4 h du matin dans le groupe. Dans le groupe dire des que, joueurs. moi, j'ai reçu mon test, il est négatif. Vous comprenez que les gars, ils ne dorment pas. Ils sont hantés. Et le pire, c'est avant ce match contre l'Ouganda. On doit avoir des tests de confirmation à 8 h pour les 8 au moins là qui doivent jouer. L'équipe médicale ne passe pas, pourtant on doit jouer à 12 h. Et ils arrivent à 11 h 30. Vous avez remarqué que FIBA a été obligé de décaler le match, le début du match de 30 minutes. Même malgré cela, ils sont traumatisés parce qu'on fait les tests tout juste avant le match et on n'a pas le temps de s'échauffer. Il faut dire qu'en compète, on arrive 1 heure avant le match pour avoir tout le temps de bien s'échauffer et de jouer. Et là, on se retrouve en situation de porter les maillots d'aller au terrain avec encore Jérémy et Strawberry qui ont d'abord été déclarés positifs à l'hôtel avant que sous le mécontentement, on reteste pour le test rapide là et qu'on voit que non, ils sont négatifs. Donc tout cela fait que on est allé jouer contre l'Ouganda dans un état second. On était vraiment hors du coup et en plus déséquilibré parce que c'est le secteur intérieur qui était touché. Déjà, on n'avait pas énormément de pivots, on n'en avait que 4. Et là, on se retrouvait avec un seul joueur intérieur, Kenneth Kadji, pour jouer. Et dans tous les plans, évidemment, le coach n'avait pas prévu ça. Il a fallu chercher les adaptations tout au long du match contre l'Ouganda, parce qu'il faut dire que de plus en plus, le niveau monte aussi. En Afrique, ça veut dire que l'Ouganda, c'est plus des équipes que vous pouvez venir battre les mains dans les poches. Non, c'est fini. Le niveau monte, ça veut dire qu'il faut être bien préparé, il faut avoir tout son roster pour pouvoir jouer ces matchs-là. Et après, la victoire de l'Ouganda est logique. Et quand on joue contre le Sénégal, là, c'est mort. Là, on a tous les joueurs autorisés à jouer. Mais Jérémy a mal à la cheville, il ne joue pas pour ça. Mais eux, ils sont à leur 3e match, ils sont en confiance, ils sont dans le rythme. Nous, on ne s'est même plus entraîné parce que c'était ça le problème. C'est que vous n'avez même plus l'autorisation de vous entraîner tant que les statuts ne sont pas clairs. Donc, du coup, tout cela dans l'enchaînement fait que c'est difficile d'évaluer une équipe dans ces conditions-là, d'autant plus que nous étions la seule équipe dans cette configuration et que toutes les autres équipes, on ne recensait même pas un seul cas. Tant nous partageons un hôtel à toutes les équipes du groupe, on était dans le même hôtel. Donc c'était vraiment une situation assez incompréhensible. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ces Camerounais qui se demandent que la saison NBA étant achevée, beaucoup de joueurs camerounais qui évoluent au sein de la NBA étaient en vacances. Les Camerounais veulent comprendre qu'est-ce qui cloche, pourquoi est-ce qu'on n'a pas Joel Embiid ni Pascal Siakam. Bon, pour cette fois-ci, ça s'explique un peu pour des raisons médicales. C'est-à-dire que Pascal Siakam a été opéré de l'épaule droite et normalement même il doit manquer ce début de saison avec les Raptors. Tandis que Joel Embiid avait une fissure au niveau du ménisque du genou qu'il a forcé pendant les playoffs de jouer avec, mais qui nécessitait soit qu'on opère, soit qu'il se repose pour espérer que la fissure se comble. Donc on savait déjà que pour ces raisons-là, on ne les aurait pas. Mais ça ne peut pas être uniquement ces raisons. Ça c'est clair, il faut bien qu'on se dise que il va falloir mettre sur pied un certain nombre d'actions pour avoir ces joueurs-là. Parce que ces joueurs sont dans des ligues fermées. Et Raymond, tu sais que les ligues fermées, ce sont des ligues qui pensent d'abord à leurs joueurs comme des inputs de business. C'est le business, ça veut dire qu'ils ont fait des investissements lourds pour ces joueurs. Ils ont besoin d'être rassurés. C'est les poules aux yeux d'or. Absolument. Et ils ont besoin d'être rassurés
pour que, n'est-ce pas, ces joueurs puissent arriver. Moi, je suis sûr que s'ils sont rassurés, ils vont le faire. Je me suis amusé à regarder la communication des Sixers, par exemple, pendant les Jeux Olympiques. Et j'ai vu que tous les réseaux sociaux des Sixers parlaient de Matisse Thybulle qui joue avec l'Australie, fièrement, en disant voilà notre joueur qui représente son pays, l'Australie. Donc je ne pense pas que pour eux ce soit un problème. Simplement, si ça se fait là-bas, c'est qu'ils ont eu les garanties sur le traitement du joueur, sur qui le suit, comment c'est organisé. Et je pense que si on arrive à lever ces incertitudes auprès de ces clubs, en mettant une vraie politique de lobbying aussi auprès d'eux et de leur entourage, ça devrait se faire. Et dans le long terme, ça veut dire que pour préparer les échéances de 2023 par exemple, ou 2024 des Jeux Olympiques, 2025 de la prochaine Afrobasket, il faut commencer maintenant à leur parler du projet, à les associer dans le projet, et je pense que ça devrait se faire. Ces gars-là aimeraient jouer avec leur équipe nationale. Sinon, ils auraient déjà prêté le flanc peut-être vers des sollicitations des pays autres, etc. Mais non, ils sont restés dans cette logique et je pense que c'est jouer avec le Cameroun qu'ils souhaitent, mais il faut que les conditions puissent être réunies pour cela. Bon, mais disons qu'on a vu le Kevin Durant, on a vu les joueurs américains jouer les Jeux Olympiques. Pourtant, ils jouent la NBA. La question qu'on se pose, si le Cameroun s'était qualifié pour les Jeux Olympiques, est-ce qu'on pouvait les avoir? Est-ce qu'il y aurait eu un lobbying poussé, forcé, pour qu'on puisse avoir, on peut dire, ces deux cracks camerounais du basketball? Oui, moi je pense, parce que regardez, même pour leur image, parce que quand on joue en équipe nationale, c'est pas pour l'argent, on ne peut pas les payer. Et même les Durant qui sont avec les États-Unis, l'équipe nationale des États-Unis ne leur donne pas de l'argent. La plupart du temps, cet argent est reversé aux trucs caritatifs. Pour des causes. Donc, ils jouent pour le pays, pour l'image du pays. Et ça renforce la notoriété et l'image du joueur. Vous avez vu Kevin Durant, avec cette médaille d'or olympique, est entré plus dans la légende et dans les discussions parmi les meilleurs joueurs de tout le temps. Puisqu'il a gagné une bague NBA. Il a pris les risques. N'oublions pas qu'il a passé pratiquement une année et demie sans jouer à cause d'une rupture du tendon d'Achille. Et on sait la délicatesse de cette blessure. Plein de joueurs de haut niveau ne reviennent pas à leur niveau après ce type de blessure. Et lui prend le risque de faire une saison entière et d'enchaîner pendant les vacances avec l'équipe nationale. C'est extraordinaire. Et c'est justement l'esprit là qu'on veut. À la dernière réunion de FIBA, le secrétaire général de FIBA disait encore, puisque c'est un partenaire de la NBA, que le souhait ardent de FIBA, notamment FIBA Afrique, c'est d'avoir ces meilleurs joueurs qui participent aux compétitions de FIBA Afrique avec leur pays. Ça va rehausser aussi le niveau d'audience, d'intérêt du basketball africain. On ne peut pas avoir ce type de talent-là et ne pas en profiter. Il faut que tout le monde, tous les acteurs concernés fassent tout ce qui est possible pour que ce soit possible qu'ils puissent jouer. Revenons sur quelque chose un peu plus joyeux, les filles. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il a fallu d'un seul point. Nous avons eu 2 tirs de lancer franc. Beaucoup se sont demandé que, mais elle avait perdu la première. Pourquoi ne pas lancer le ballon pour qu'il y ait un rebond et on essaye de marquer pour qu'on parte en overtime. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Parce que je vous comprends. Vous êtes revenu du Kigali et il fallait que vous soyez impliqué dans cette organisation-là. Qu'est-ce qui s'est passé que nous sommes passés juste à un point, un cheveu d'avoir cette médaille d'or? Je pense que c'est justement la force
Et la faiblesse en même temps de l'équipe, c'est quoi? C'est sa jeunesse. Le talent et la jeunesse de l'équipe. Et l'équipe était 8 filles, faisaient leur premier Afro-Basket. Étaient leur première sélection ici. Et on savait que sur des matchs qui se jouent à très peu de choses, ça peut être un inconvénient. Et ici, contre le Mali, ça a été ça. C'est la jeunesse tout simplement parce que on a senti sur les 2 lancers que il y avait la pression qui arrivait, la pression qui n'arrivait pas à être gérée. Et immédiatement après le premier raté, vous voyez, s'exprime. Donc c'est comme s'il fallait que le lancer parte, il fallait que se libérer. Et donc il y avait ce problème de gestion de la pression qui arrivait dans ce match contre le Mali. Évidemment, toutes les joueuses n'ont pas ça. Il y a des joueuses qui naturellement sont plus froides, qui sont comme des glaçons et qui gèrent tout ça. Et d'ailleurs, le coach a tenu compte. Si vous avez vu le match contre le Sénégal, si vous avez prêté attention, vous avez vu que dans les dernières secondes, il y a eu un changement. Le coach a changé Dulcie et il a mis Ewodo, Marina à la place. Et les Sénégalaises ont fait la faute sur Marina, sauf que Marina, qui est plus posée dans ces actions-là, a marqué froidement ces 2 lancers francs pour assurer la victoire au Cameroun de 4 points. Parce que là, on passait à 2 possessions, à moins de 10 secondes, ça devenait impossible pour le Sénégal. Par contre, si on ratait ces 2 lancers, le Sénégal restait à 2 points et pouvait en 8 secondes nous battre. Voilà, donc c'est un peu ça. Ça veut dire que Dulcie, c'est une excellente joueuse, mais qui mentalement craque encore dans ces moments-là. Donc il va falloir cet entraînement mental progressif pour qu'elle arrive à dominer cela. Et le coach, évidemment, apprend aussi de ces joueuses au fur et à mesure pour se dire que dans ce type de situation, on peut manager autrement. Est-ce qu'on peut dire que, disons pour les pays sud du Sahara, que le Cameroun a atteint un certain cap? Parce que nous tous nous connaissons la force du Mali. Est-ce qu'on peut dire que le basketball féminin a atteint ce cap où on peut se hisser au même niveau que les autres? C'est très intéressant ce qui s'est passé parce qu'en 2015, on a senti qu'on était là. On est allé progressivement. On a vu 2011 quart de finale, 2013 demi-finale, on finit 4e. 2015 finale, on a senti ça. Malheureusement, les problèmes qu'on a eu, que tout le monde connaît, ont fait qu'on recommence à 0 et qu'on régresse. On recommence quart de finale 2017 et on descend même jusqu'à 10e en 2019. Et là, je trouve que on a été courageux d'oser au lieu de continuer à forcer sur des générations anciennes qui vont nous donner des résultats moyens. On a eu le courage de recommencer, d'aller prendre à 0 des filles qui n'ont pas de sélection, qui ont du talent et de risquer dans une compétition à domicile où on veut les résultats. D'essayer de mettre ces filles-là qui en veulent, comme tu dis. Et le résultat est là. Directement, dès leur entame, elles sont sur le podium. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'il y a un groupe qui est né et surtout, il y a un groupe à 80% fondé de jeunes filles. Donc les leaders, Tchaweleji par exemple, n'a que 25 ans. Et les autres, c'est 24, 22, 20 ans, 18 ans même pour Semaïka. Donc ça veut dire que c'est un groupe qu'il faut bien protéger pour l'avenir, avec quelques ajustements pour des joueuses qui vont partir peut-être comme Ramsès et d'autres qu'on doit remplacer, changer. Ça nous donne de bonnes perspectives pour rester au top niveau du basketball féminin africain, parce que ces filles nous ont fait plaisir. Battre le Sénégal, mettre le Sénégal à moins de 50 points, c'est extraordinaire. Parce que quand on connaît la culture, Raymond, c'est depuis 1966 que le Sénégal avait toujours été au moins dans un podium. Donc on a privé le Sénégal de podium. C'est extraordinaire. Et est-ce qu'on peut se dire que 2023, nous allons pour le sacre? Est-ce qu'on peut se dire que ces joueuses peuvent être suivies de telle enseigne que d'ici 2 ans, elles seront aussi mieux, auront acquis de l'expérience pendant 2 ans pour remporter le Graal? C'est ce qu'on doit faire, c'est
déjà maintenir ce groupe, l'ajuster et donc être dans cet objectif. Après gagner, il y a des facteurs encore qui sont là qu'il faut ajouter, mais on peut dire déjà d'emblée que pour la prochaine compétition, on peut aller avec l'objectif du podium. Et maintenant, en se disant que selon certaines circonstances, on peut aller jusqu'au bout. Mais on a déjà une belle base de travail pour 2 ans, 4 ans, voire 6 ans même, pour se mettre dans l'optique de gagner un titre. Alors, moi, je suis un enfant du collège de la Salle, pas que j'y ai fréquenté, mais j'y allais régulièrement regarder le basket. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le basketball camerounais? Nous avons d'autres disciplines qui intéressent les Camerounais. La plupart qui s'y intéressent au basket veulent plutôt regarder les matchs de la NBA à 2 h du matin, à 4 h du matin. Qu'est-ce que la Fédération camerounaise de basketball fait pour y intéresser beaucoup plus de jeunes à ce sport intéressant? Oui, mais je pense qu'il y a des efforts à faire pour rendre notre basketball local plus compétitif. On parlait des filles tout à l'heure. Un des points importants qu'il va falloir développer aussi pour nous donner plus de chances à l'avenir, c'est dynamiser notre basket local. Parce qu'on est capable de trouver des profils ici qui vont venir renforcer l'équipe. Je me souviens des matchs que nous avons joués au Mateko à l'époque avec 3000 spectateurs pleins. Il pleut le lendemain, la finale se joue, c'est encore plus rempli de monde que la veille. C'est un rêve, je pense qu'il faut que notre basketball réussisse à nouveau à le rendre aussi attractif. Des événements comme l'Afro-Basket, avec la médiatisation qu'il y a eu autour, doivent nous aider. Depuis que l'Afro est fini, je reçois de plus en plus de coups de fil des parents qui trouvent mon numéro pour dire je vais inscrire mon enfant à l'école de basket. Je pense qu'on doit profiter de tout ça pour remettre le basketball local à son endroit, le rendre plus compétitif avec plus de matchs, avec plus d'encadrement autour pour qu'on puisse retrouver cette effervescence. Que les joueurs partent simplement quand ils plafonnent ici et pas que les joueurs très jeunes courent déjà chercher à aller à l'extérieur parce qu'on ne leur offre rien d'intéressant ici. Je pense qu'il faut être courageux et essayer de se fixer un objectif à moyen terme d'aller vers le semi-professionnalisme pour qu'on garde déjà les joueurs plus longtemps aussi en activité parce que très vite les joueurs arrêtent et ils se rendent compte que du basket ils ne sont pas partis, n'en tireront pas grand-chose ici. Ils vont chercher d'autres activités. C'est un vrai problème. Donc il faut se pencher sur tout ça. Et heureusement, il y a des initiatives internationales qui viendront nous aider aussi, comme la Basketball Africa League. D'ailleurs, bientôt, ça va repartir pour les éliminatoires. FAP en lice, c'est un instrument de visibilité important aussi et de compétitivité. Il va falloir mettre l'accent sur toutes ces actions-là. Et avec ça, je suis optimiste pour le basketball camerounais. La dernière serait, nous avons eu les camps Lungba Moté. Je me souviens que Pascal Siakam voulait faire un bootcamp pour Embiid. Il a un peu essayé il y a cela une année, mais cette fois-ci on n'a pas suivi grand chose de soit Lungba Moté, soit de Pascal Siakam, soit de Joel Embiid. Est-ce que ces bootcamps, ces académies, c'est du passé? Le projet NBA Academy qui devait être institué ici au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que cet engouement tout autour du NBA Africa ou du basketball Africa pour ne pas exporter autant de talents, que ce soit vers l'Euroleague, soit vers la NBA, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne s'approprie pas autant de talents que nous avons ici, soit au Cameroun, soit en Afrique? Bon, les initiatives de camps sont très bien. Celles qui sont citées là, c'est les camps qui sont faits par ces vedettes. Mais en dehors d'eux, il y a beaucoup de camps qui sont faits tout le temps. Là, j'ai en mémoire 2 joueurs. Il y a un joueur d'origine camerounaise qui joue avec l'Italie, Biliga, qui est venu ici faire un camp. Il y a Atanga qui a fait un camp ici aussi, qui est basé aux États-Unis. Donc les camps se font, ne manque pas. Il y a un dynamisme autour de ces camps. Maintenant, c'est
comment surtout fédérer toutes ces initiatives-là pour mettre ça dans un plan cohérent global, pour que les gens ne fassent pas les mêmes choses, ou bien des fois qu'on ne sache même pas ce qu'ils font et que ça ne bénéficie pas véritablement au basket camerounais. C'est ça qu'il faut organiser. Quant à la NBA, je pense qu'ils ont tout le potentiel qu'il y a en Afrique centrale, mais comme on le voit, on a besoin de mieux s'organiser et la NBA arrivera. Il y a l'académie à Dakar, il y aura une autre au Nigeria, en Afrique de l'Ouest, et je pense que clairement l'Afrique centrale sera ciblée aussi dans un proche avenir. À nous de justement nous positionner avec tout le potentiel qu'on a ici pour pouvoir accueillir ces initiatives-là qui aident à développer les talents et qui amènent une motivation chez les jeunes à participer, parce que la NBA c'est un gros nom. Quand on entend, il y a des parents, même quand l'enfant ne joue pas en championnat, ils sont court derrière l'enfant pour venir en championnat. Dès qu'on entend qu'en NBA, les parents eux-mêmes arrivent avec l'enfant, parce que c'est ça la force du nom de la NBA. Donc ça aura forcément un impact aussi dans la promotion de la discipline ici sur place, et il faut simplement continuer à travailler, à organiser pour donner plus de visibilité aux actions que nous faisons pour que justement ils s'y intéressent. Un dernier mot à l'endroit des jeunes basketteurs, ceux qui veulent évoluer au niveau de la NBA, ceux qui ont même eu la chance d'être draftés cette année. Quel est le message que vous envoyez surtout à la jeunesse qui peut vraiment s'inscrire pour ce sport? Mais c'est que les écoles de basket sont disponibles. On commence le basket de plus en plus tôt. On leur dit déjà que dès les environs de 10 ans, le championnat commence. Ça veut dire qu'à partir des U10, les enfants sont compétitifs et que le basketball c'est une bonne chose parce qu'on peut allier les deux, que les parents se rassurent. Les enfants vont à l'école, le calendrier scolaire est suivi en même temps que le basket, ce qui fait qu'on fait les deux à ce niveau, et c'est assez intéressant donc de pouvoir inscrire les enfants dans ces circuits-là. Et nous on est là pour veiller à ce que ça se passe bien, donc qu'ils inscrivent les enfants dans les académies et il n'y aura que les bénéfices par rapport à tout cela. C'est ce qu'on va envoyer comme ça aux jeunes qui s'y intéressent et à leurs parents évidemment qui les encadrent. Président Yves Salah, merci beaucoup pour votre disponibilité. Raymond, c'était un plaisir. And that's how we saw it on the warm-up show today. One word to go, don't forget to like, subscribe and share.